Si vous êtes parent d'adolescents, cette vidéo est pour vous. Parce qu'il n'est pas toujours simple de trouver les bons mots pour parler de sexualité, d'image, de réseaux sociaux et de consentement. Dans cette vidéo, je vous propose des clés pour mieux comprendre ce que vivent vos adolescents, pour vous donner aussi des repères et surtout vous aider à ouvrir avec eux un dialogue solide, lucide et protecteur. Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder un sujet important, souvent mal compris, mais qui touche de plus en plus nos jeunes. La manière dont les images, les réseaux sociaux et la pornographie façonnent les représentations du corps, du plaisir et des relations. Mon intention n'est pas d'alarmer, mais d'éclairer. Et surtout, vous permettre d'ouvrir un dialogue avec vos adolescents, sans tabou, sans dramatisation, mais avec justesse. Parce que lorsque la fiction façonne les esprits, la prévention devient une responsabilité collective. Ce sont les besoins fondamentaux qui structurent l'équilibre émotionnel de chacun. Et lorsque ces besoins ne sont pas nourris, eh bien les conduites à risque apparaissent et puis s'installent. Et ces besoins fondamentaux, les voici. Se sentir en sécurité, se sentir connecté, aimé, accepté, être libre de faire ses choix, être reconnu, se sentir capable, grandir et évoluer, vivre de la nouveauté et se sentir utile. Quand ces besoins sont comblés, l'adolescent développe confiance et discernement. Mais quand ils ne le sont pas, il peut chercher à les satisfaire ailleurs, parfois au mauvais endroit, parfois auprès des mauvaises personnes. Et c'est ici que le lien avec le sexe, les images et les réseaux sociaux commence, dans l'imaginaire de comportements qu'ils pensent valorisants. La sexualité aujourd'hui s'apprend trop souvent devant un écran. Dans la grande majorité des cas, les films porno suivent un peu toujours le même scénario. Je parle ici des films classiques, pas des contenus plus extrêmes. Là, je ne m'y connais pas, je ne m'y aventurerai pas. Alors, voilà la recette magique des films porno. Spoiler, elle ne change quasiment jamais. Pour monsieur, il faut mettre en avant sa performance, sa domination, sa puissance. En résumé, il assure. Madame fait ça timide, elle dit non. Mais heureusement que monsieur est très persuasif, car très vite, celle qui ne voulait pas, finit par dire oui. Il y a la deuxième variante. Dès le début, madame est carrément d'accord. C'est l'option tout compris, elle est toujours OK, sans limite, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout et pour tout le monde. Ce schéma profondément inscrit dans l'inconscient collectif influence la perception du consentement. Ces mises en scène construisent inconsciemment des croyances et les jeunes finissent par croire que ces rapports sont la norme. Chez les garçons, cela peut nourrir des comportements de domination ou de méconnaissance du consentement réel. Elle dit non, mais en fait elle pense oui, et puis il suffit d'insister. Chez les filles, cela peut semer la confusion entre désir et obligation, ou entre affirmation et provocation. Je dois accepter pour être désirable, je dois être performante, je dois déclencher la scène. Dans la vraie vie, le consentement n'est pas un jeu d'acteurs. Un non est un non. Et un oui doit être libre, clair et éclairé. Et c'est là que notre rôle de parent est essentiel. Briser le tabou. Aucun sujet n'est interdit à condition d'adapter notre discours à l'âge de l'ado, bien sûr. Pas de jugement, pas de censure, juste de l'accompagnement et de l'explication. Ce que tu vois, ce n'est pas la vraie vie. Le respect, les émotions, l'intimité, ça ne ressemble pas à ces scénarios. Les tabous, au contraire, créent le silence. Et c'est dans le silence que naissent les comportements à risque. 3, 2, 1, 0. Dans une société de l'image, les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Nous vivons dans une société saturée d'images où la comparaison est constante. Les adolescents, en construction, s'y plongent pour y trouver un modèle, souvent irréaliste. Les filles voient défiler des influenceuses impeccables, hypersexualisées, qui associent beauté et valeur. Les garçons suivent des modèles virils,
riches, dominants, qui font du pouvoir et de la performance la mesure de la réussite. Cette surenchère du paraître conduit à une déstabilisation du réel. Ces modèles deviennent autant d'illusions auxquelles ils se comparent et parfois en viennent à adopter des comportements risqués pour correspondre à ces codes. Ces images et ces idées installent des biais cognitifs et petit à petit, la fiction devient leur norme, leur réalité. Quel titre barbare et indigeste, je m'excuse. Bon, maintenant que j'ai fait état du sexe, des mensonges dans les vidéos, il faut que je vous explique psychologiquement comment tout ça fonctionne. Un biais cognitif, c'est une erreur dans notre façon de penser. C'est comme un piège dans notre cerveau qui nous fait croire des choses fausses sans que l'on ne s'en rende compte. Pourquoi ça arrive? Parce que notre cerveau utilise des raccourcis pour aller plus vite, donc parfois il se trompe. Et pourquoi c'est important de connaître ces biais cognitifs? Eh bien parce qu'ils peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions ou mal comprendre une situation. Pour comprendre ce qui se joue, il faut savoir qu'un cerveau adolescent ou adulte est particulièrement perméable aux biais de pensée. Le biais de comparaison sociale qui pousse à se sentir en échec face aux autres. Le biais de confirmation qui pousse à ne voir que ce qui confirme nos idées. Le biais de conformité qui incite à imiter le groupe pour être accepté. Et le biais de disponibilité qui fait croire que tout le monde vit comme ce que l'on voit en ligne. Ces biais créent un cercle vicieux, angoisse, rivalité, perte de repères. L'ado s'éloigne de lui-même, convaincu que son identité doit coller à l'image parfaite qu'il croit être la norme. Notre mission de parents, aider à nommer ces illusions et surtout montrer l'exemple. L'effet miroir est un déclencheur puissant. C'est simple, on voit chez l'autre quelque chose qui nous touche profondément. Soit ça nous fait envie, soit ça nous agace. Quand c'est positif, on repère une qualité chez l'autre qu'on aimerait cultiver chez soi. Et puis quand c'est négatif, on rejette chez l'autre ce qui nous dérange en nous-mêmes. On voit les autres, en quelque sorte, comme notre propre reflet. Ce qui nous intéresse vraiment ici, ce sont les comportements déclenchés à tous ces biais et à cet effet miroir. Prenons l'exemple des influenceurs avec leur vie de rêve. Le premier piège, c'est le biais de comparaison sociale. Résultat, l'ado se sent mal dans sa peau, car il est persuadé qu'il n'est pas à la hauteur. Le deuxième piège, c'est le biais de confirmation. Il ne retient que les images qui confirment ce qu'il croit devoir être. La beauté, la richesse, la popularité, etc. Il est bloqué dans des idées irréalistes. Il oublie ce qui le rend vraiment heureux. Le troisième piège, c'est le biais de conformité sociale. L'ado a la pression du groupe, alors il va changer son image et son comportement pour être accepté au prix de son authenticité. Et le dernier piège, c'est le biais de disponibilité. Partout sur les écrans, ce mode de vie semble la norme. Résultat, l'adolescent va se mettre dans l'obligation de suivre le mouvement, de faire comme tout le monde, sous peine de souffrance ou de choix à risque ou de se faire éjecter du groupe. Et voilà comment petit à petit le sexe, les mensonges et les vidéos piègent nos adolescents. Alors nous, parents, en prenant conscience de ces mécanismes psychologiques, on doit trouver naturellement les mots justes pour nommer ce qu'il ressent, pour recadrer sans juger, pour rassurer sur son pouvoir de choix. Ces simples conversations créent de l'espace de confiance qui protège vraiment nos adolescents. Je vous présente mental, ego et masque. 3 personnages que nous avons tous en nous, qui ont chacun leur caractère et qui nous contrôleront si nous les laissons faire. Le mental, lui, c'est l'évaluateur et le conseiller. Il observe, analyse, cherche à comprendre la réalité. Il peut être une boussole rationnelle et protectrice. Ses forces, il aide à prendre du recul, à faire des choix réfléchis et à trouver du sens. Ses faiblesses,
il est trop dominant, il veut tout compliquer, il rumine, il doute de tout et il freine l'élan du cœur. Le petit personnage égotique, l'ego, c'est le moteur émotionnel. Lui, il a besoin de reconnaissance. Il représente le besoin d'exister, d'être reconnu, aimé, différent par sa singularité. C'est lui qui veut briller en société. Ses forces, il pousse à se dépasser, à construire une identité, à affirmer sa place dans le monde. Pour ses faiblesses, eh bien, il se compare sans cesse. Il se sent vite menacé ou inférieur, et puis il vit dans la peur du rejet. Le masque, lui, c'est la façade que nous montrons pour être acceptés, pour nous protéger des jugements ou des blessures. Ses forces, il permet de s'adapter aux situations sociales, de préserver une certaine image de soi. Ses faiblesses, eh bien, à force de jouer un rôle, on risque de s'oublier soi-même et de perdre le contact avec notre authenticité. Je vous présente Stephen Karpman. C'est un psychologue américain qui, dans les années 60, a observé les relations humaines en période de conflit. Et puis, il en a tiré la conclusion suivante. Nos interactions sociales sont un jeu de rôle inconscient que beaucoup de gens rejouent dans leurs relations, surtout quand il y a des conflits ou des émotions fortes. Il a appelé ça le triangle dramatique, mais il est connu aussi sous le nom de le triangle de Karpman. Comment ça fonctionne? C'est un jeu relationnel dans lequel 3 rôles se répondent, tournent et s'alimentent les uns les autres. La victime, le bourreau et le sauveur. La victime, elle se sent incomprise. « Oh, ce n'est pas juste, personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais ». La victime attend souvent que quelqu'un vienne la sauver ou qu'un autre prenne la décision à sa place. Alors, elle attire un sauveur et puis elle énerve un bourreau. Le bourreau, lui, critique, juge ou impose son point de vue. C'est ta faute, tu ne fais jamais rien comme il faut. Il veut avoir le contrôle ou faire payer les autres. Il fait naître une victime et bien sûr, réveille un sauveur. Le sauveur, lui, veut aider, mais souvent sans qu'on le lui demande. Laisse, je vais faire cela pour toi. Il pense bien faire, mais il empêche parfois l'autre d'apprendre ou de se responsabiliser. Le sauveur a besoin d'une victime et il finit parfois par devenir bourreau quand il est épuisé. Alors les parents, pour en sortir de cette spirale de sexe, mensonges et vidéos, eh bien, il faut juste une chose, la conscience. Demandez à votre ado de se poser la question, quel rôle je suis en train de jouer? Et surtout, est-ce que j'ai envie de continuer ce jeu-là? L'important est de comprendre que la victime peut sortir de la souffrance en reprenant confiance et en ne restant plus prisonnière des images parfaites. Le bourreau peut apprendre à gérer sa colère autrement que par la violence, trouver d'autres moyens de se sentir fort. Et le sauveur doit accompagner, mais sans enfermer l'autre dans la dépendance, en aidant chacun à retrouver sa propre force. En cas d'urgence, c'est la méthode calme. Quand ton ado panique, doute, se sent rejeté, tu peux lui enseigner une méthode simple, la méthode calme. La conscience de la respiration, l'activation du souffle, le lâcher-prise, le moment présent et l'équilibre intérieur. Comment ça se pratique? C'est simple et rapide. Il ferme les yeux, il prend une grande inspiration pendant 6 secondes, il bloque sa respiration pendant 6 secondes, il expire pendant 6 secondes et il peut faire ça 5 à 6 fois. Toi aussi d'ailleurs tu peux le faire. Premièrement, ça stoppe son mental en surcharge. Il arrête de réfléchir à outrance et se recentre dans l'instant présent grâce à sa respiration. Deuxièmement, ça réoxygène tout son corps, ses organes et y compris son cerveau. Le résultat, c'est une réflexion plus claire et plus apaisée. Et ça, c'est un outil que les parents peuvent aussi partager et pratiquer ensemble, notamment après un conflit ou un moment de stress. Chacun de nous, en tant que parents, avons un rôle immense. Ne sous-estimez jamais la force de la parole. Rappelez-vous, parler, écouter, soutenir,
ce sont les premières armes contre la violence et la manipulation. Rappelez-lui aussi qu'il n'est jamais seul, que dire non est un droit fondamental et que demander de l'aide est un acte de courage. Ensemble, construisez un espace où le respect et la solidarité protègent chacun. Parce que lorsque la réalité dépasse la fiction, la conscience et l'éducation restent nos meilleures protections. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage, un parent démuni par exemple, ou un adolescent en perte de sens, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, un retour sur cette vidéo, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir à vous lire et à vous répondre, dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Et puis, en attendant de se revoir, bye bye!